Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, je vous parle en direct du temple de cet art si noble qu'est la boxe, le sport préféré de tous les entrepreneurs. Et pour l'occasion, si j'ai dit ce noble art, c'est parce qu'on est au Temple Noble Art, qui est donc une des 5 salles présentes dans Paris. J'arrête de faire la petite intro et je laisse la parole à mon cher Cyril. Comment vas-tu ? Très bien, bienvenue au temple Yacine. Ça fait plaisir. Je pense que les gens qui vont nous voir en vidéo vont être bien intrigués par le background. Raconte-moi un petit peu où on est là. Alors on est au cœur du 9e arrondissement, où un club temple a ouvert l'année dernière au 12 rue de Milan. Okay. Donc c'est, comme tu l'as dit, un des 5 clubs temples, qui est un club de boxe chic et mixte que j'ai créé il y a bientôt 10 ans. Donc 5, il y en a 5 à Paris ? Oui. Ok, c'est quoi le temple si tu devais le pitcher pour les personnes qui vont nous écouter ? Est-ce que c'est une énième salle de sport ? Pour moi, c'est la meilleure salle de sport. C'est pour toutes celles et ceux qui ont pris la résolution de faire du sport. La promesse qu'on leur fait, c'est qu'on va bien s'occuper d'eux et qu'on va leur permettre de réaliser cette résolution en commençant la boxe. Parce que, donc, comme tu l'as dit, le temple, c'est un club de boxe. Et sa particularité, c'est que la plupart des membres qui rejoignent le temple ont commencé la boxe avec nous. Donc notre expertise, c'est vraiment celle-là. C'est de l'initiation. C'est de l'initiation. C'est une vertu médicale pour toi et mentale, plus que réellement sportive. Enfin, les gens qui viennent, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans la boxe ? Le point de départ, c'est l'envie de faire du sport. Okay. Aujourd'hui, le grand sujet, tu vois, le fait de faire du sport, c'est la première résolution des Français, chaque année. Donc en fait, tout le monde veut faire du sport. Le vrai sujet, c'est comment. Parce que on sait que quand on s'inscrit dans une salle de sport, souvent en fait on n'y retourne pas après son inscription, ou qu'alors c'est une résolution qui reste assez vaine. Ici, le projet, c'est de te mettre au sport durablement et que tu prennes du plaisir à pratiquer la boxe, qui est souvent une rencontre extraordinaire pour des personnes qui pensaient même a priori que c'était pas du tout un sport fait pour elles. On en parlait avec Pierre, que j'ai rencontré, un des profs de sport ici. C'est quand même le sport le plus individuel, enfin c'est le sport individuel le plus collectif. Ouais. Vous faites beaucoup de cours collectifs ici. Complètement. Alors c'est un club, hein, le temple, donc tu peux faire des coachings particuliers. Quand tu prends la décision de t'inscrire au temple, c'est aussi pour les gens que tu vas rencontrer, les autres membres, la relation que tu vas nouer avec le coach, avec le staff qui t'accueille. Et c'est ça qui donc, galvanise. assurément, c'est une ambiance de convivialité. Donc nous, on a un positionnement qui est haut de gamme, parce qu'il y a plein de services, on a des bons emplacements, des beaux lieux, des services. Allez, lâche les tout ça. C'est bon. Parlons pépette. Si on veut rejoindre le temple, c'est combien ? Le temple, l'abonnement qui te permet de réserver autant de cours que tu le souhaites dans un seul club, c'est 150 € par mois. Okay. Donc c'est, en tout cas, pour te répondre sur l'importance du prix, tous les membres nous disent que c'est pas très cher. C'est pas si cher dans le sens où moi je peux donner les prix. Une salle de sport cheap à Paris, ça va être 350-400 € l'année. Ouais, c'est ça, 30 balles, 40 balles par mois. Moi perso, je fais du tennis 1 heure par semaine, je paye 450 € l'année, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas joué vu que c'est en extérieur. Enfin, je laisse faire les comptes aux gens, mais en fait, au temple... et tiens, question intéressante. Bon, après, on va rentrer, on va revenir, que je spoil aux gens, mais on va parler de ton background. Tu es assez académique et tu as fait une certaine carrière, en tout cas, dont nombre de parents souhaiteraient pour leurs enfants. Spoiler, tu es devenu entrepreneur, qui plus est dans le sport. Donc, on va parler de tout ça, mais... c'était quoi ma question ? Ouais, est-ce que les gens qui sont au temple, qui sont inscrits, est-ce qu'ils sont inscrits à d'autres salles ? Est-ce qu'ils ont des... Non, donc c'est vraiment leur source number one et tu dirais qu'ils viennent presque 3 à 5 fois semaine. La moyenne, c'est 2 fois par semaine. Ok. D'accord. Alors, en fait, la boxe... Ouais, j'ai vu la tête des gens qui en sortaient. T'as pas envie de revenir le lendemain, ils sont tout rouges. C'est une moyenne, en fait. Oui. Et en fait, la boxe, c'est vraiment un sport hyper complet. Pour perdre du poids, pour se muscler, pour travailler son cardio, pour améliorer sa coordination. Sur un plan physique, ça coche toutes les cases que un urbain peut vouloir cocher. Okay. Il y a une dimension supplémentaire, et ça je pense qu'on y reviendra après, sur la dimension mentale de ce sport, qui est hyper puissante et qui attire justement des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs, comme tu les aimes et comme tu les as déjà cités. Et c'est ça la force de ce sport, c'est d'être extraordinaire sur un plan physique. Quand tu sors, tu as un sentiment d'épanouissement physique total, et en plus une accélération, on va dire, sur le plan mental. Ok, donc la confiance en soi. Alors, d'apprendre à mieux gérer ses émotions.
hyper important. Tellement sous-coté. Et je suis le premier à en souffrir. Et les émotions, elles sont partout. Elles sont dans tes relations managériales. Elles sont dans tes négociations avec un client. Elles sont même dans ta vie de famille. Les émotions, elles surgissent. Et en fait, la boxe, comme elle te pousse dans tes retranchements physiques, et qu'il est question tu as une accélération considérable du cardio, de contrôler ta respiration, quand tu t'apprivoises, quand tu te réconcilies davantage avec ton corps, tu es assurément meilleur dans des situations d'hyperstress où les émotions pourraient prendre le dessus. Pour faire un parallèle très clair, pour être bon en boxe, il ne faut pas être en colère. Il ne faut pas succomber. Tu vois, non, mais c'est pas, on dit que c'est un sport de bagarre, mais au contraire, c'est le sport dans lequel il faut laisser tes émotions de côté, sinon tu perds le contrôle de soi. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, pas facile et c'est tellement sous-coté. J'ai l'impression qu'on commence à en parler souvent quand les gens l'expérimentent dans leur vie perso. Ouais. Tu vois, la gestion des émotions. Ouais. Mais j'ai pas entendu ça, même quand j'étais petit, quand j'ai fait du sport jusqu'à mes 18 ans, par mes parents qui m'ont beaucoup encadré. Ouais. J'ai jamais compris. On en parlait, tu vois, le mental, mais on t'a jamais dit que c'était la gestion des émotions. Bref, on a planté beaucoup trop de décors là pour ne pas rentrer dans le vif du sujet. Je le dis souvent, ça s'appelle Dans la tête d'un CEO. Bon, t'es CEO, no spoiler, tu es aussi founder. On va faire un tour dans ta tête. J'aimerais revenir au Cyril étudiant. C'était quoi sa vision de la vie? Pourquoi il voulait faire des belles études? Spoiler, il les a. Bon, je vais arrêter de parler de toi à la troisième personne, ça devient chelou. Mais non, t'as fait des belles études. J'aimerais comprendre pourquoi. Donc, qu'est-ce qui te motivait à faire ces belles études? Et est-ce qu'il y avait une limite à ça au bout d'un moment? Est-ce qu'il y a un truc qui n'a pas été comblé? Voilà, comment t'as atterri dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête avant? Dans mon parcours scolaire, je pense que j'ai toujours été très ambitieux. Et j'adore les gens ambitieux. Je pense que c'est un formidable moteur. Bien s'entendre. L'ambition, pour qu'on se comprenne bien, c'est l'envie de réaliser de grandes choses. C'est d'être impactant, c'est de pouvoir réaliser ses rêves. Et dans le parcours, les challenges qui sont présentés à moi, c'était l'intégration d'une prépa, réussir des concours, et j'ai adoré faire ça. T'as grandi à Paris, toi ou Moi, j'ai grandi dans le sud-est de la France. Ok. Ouais. Putain, t'as perdu l'accent. Ah ouais, tout à fait. J'ai fait ma classe prépa à Marseille. Ok. Et ensuite, j'ai fait... Ok, ok, très bien. Donc, dès le départ, ça, c'est pourquoi. La question que je te pose, c'est un imaginaire que tu avais transmis par tes parents de ce qui était l'excellence quand on est jeune. Et quand on est jeune, c'est les études. Est-ce que tu avais besoin d'une émulation intellectuelle? Ouais, alors c'est intéressant parce que tu vois, j'ai 3 garçons. Et donc, du coup, tu te poses plein de questions entre l'inné et l'acquis. Et c'est sûr que qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la réussite scolaire naît en toi? Est-ce que c'est tes parents qui te le transmettent ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de toi? Ma conviction, c'est que ça dépend quand même. Il y a des contextes, assurément, et il y a des personnalités. Mon profil, quand j'étais plus jeune, j'étais très studieux. Moi, j'étais un petit garçon des livres, très cérébral, très analytique. T'avais beaucoup de copains ou pas? Ou tu dirais que t'étais un peu timide, renfermé sur toi? J'avais peu de copains et bien choisis. T'étais bien entouré quand même. Ouais. Mais mon plaisir était vraiment celui d'étudier. J'adorais ça. J'ai trouvé un grand épanouissement dans mes études que j'ai fait avec beaucoup de... D'ailleurs, les concours, c'était un challenge. J'avais la gagne et je voulais les réussir. Et quand ensuite j'ai été étudiant, j'ai trouvé ça passionnant. T'as eu HEC du premier coup, c'est ça? Alors non, j'ai cubé. Alors merci de rappeler cet épisode. Non mais c'est bien, résilience. Hein. Ah ouais, t'avais quoi la première année? Donc quand on cube, c'est que t'as pas été content des résultats après 2 ans de prépa. Ouais, tout à fait. T'as eu quoi? J'avais des écoles, j'ai dû avoir l'ESC Montpellier et une autre, tu vois, vraiment. Et donc pas dans le top 5 des écoles. T'aurais eu un top 5, t'aurais pas cubé? Les questions a posteriori sont très difficiles. Je pense qu'on raconte toujours l'histoire a posteriori. Et ma conviction, c'est que le fait de refaire une année de prépa était une bonne chose pour avoir mieux. Et j'ai aucun sujet, je vis même pas comme un échec. Tu vois, ma 3e année de prépa était t'as eu hyper HEC riche. Après? Oui, tout à fait. J'ai fait HEC Paris. C'est dur de voir ça comme un échec. Exactement. Et tu vois, ça a été une réussite également parce que j'ai eu Sciences Po Paris en même temps et j'ai mené les 2 cursus académiques en parallèle. Attends, raconte-moi un tout petit peu, la Sciences Po, c'était quoi le cursus? Parce que du coup, tu rentres en Master in Management grande école sur HEC.
Je connais bien. Ouais, grande école, c'est ça. Mais Sciences Po, c'était quoi ton cursus en parallèle? C'était un double diplôme? En fait, c'est pareil, c'est la grande école Sciences Po, où en fait que tu pouvais intégrer soit post-bac, soit après 1 an d'études, soit après 3 ans d'études. Modulo, c'est des détails, mais en fonction de tes classements, on te permettait d'intégrer directement en 4e année Sciences Po. Donc, tu as réussi à... Attends, tu avais double charge de travail pour quelqu'un qui était à Sciences Po? Je faisais les allers-retours entre Boulevard Saint-Germain et Jouy-en-Josas. C'est pas juste un double diplôme, quoi. C'est vraiment... Ouais, je faisais les 2 études en parallèle. Ouais. C'était... Alors, du coup, je rêvais de te parler de boxe, mais alors, du coup, on rentre on va rentrer dedans. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que tu es quelqu'un de très cérébral. Et pour en parler à titre perso aussi, parce que je pense que c'est le but aussi de cette conversation, c'est que je sois pas juste l'intervieweur, mais que... toutes mes questions sont drivées aussi par mon vécu. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très cérébral et je sais que les personnes qui m'entourent me disent souvent d'arrêter en fait de passer à l'action. J'ai l'impression que le passage à l'action permet aussi de te vider et de mieux penser. Que parfois, tu es un peu tête dans le guidon. Ouais. J'ai l'impression que c'est un point commun à beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que tu as ressenti ça déjà, toi? J'aimerais comprendre, on va revenir un peu sur cette question et ce cérébral versus l'action. Mais qu'est-ce qui se passe déjà quand tu atterris à HEC à Sciences Po? Si je te pose la question, c'est qu'il y en a beaucoup qui déchantent après avoir mis autant d'efforts, après avoir été aussi résilient, entre guillemets, perdre 1 an pour avoir mieux, bon, le best en l'occurrence, mais t'étais déçu, t'étais fier, tu t'es dit, putain, c'est la finalité. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Mes années d'études ont été extraordinaires. T'as kiffé? Ouais, moi c'est des années de rencontres amicales qui durent encore aujourd'hui. Cool. Tous mes amis, mes meilleurs amis viennent de ces années-là. J'ai également appris plein de choses. Ouais. Et en fait, je crois qu'il y a une vraie distinction entre ce que tu peux, en classe préparatoire, tu démontres une capacité de travail intense, assurément très cérébrale. Et donc, du coup, le fait de s'inscrire dans une continuité en école, c'est pas forcément ça qui est le plus productif. Moi, je pense que l'effet de levier, il va se jouer sur le développement de qualités relationnelles que tu n'as pas forcément développé quand tu as des dizaines d'heures à la bibliothèque. Tu le fais dans un cadre pro ou pas? Parce que les pods que tu t'es fait, oui. Tu les fais sur le campus? Ouais. Dans la vie on te dit de construire un réseau, mais tu penses déjà à te dire, ok, il va me faire des passes D pour un stage ou pour... Non, c'est très naturel. C'est que de l'amical. C'est du pur, c'est très très amical. Okay. Et donc c'est des rencontres extra qui durent et avec une vraie. Donc autant de stimulation intellectuelle qu'en prépa. Alors, Sciences Po, j'ai passé plus d'heures à la bibliothèque de Sciences Po que dans la bibliothèque d'HEC. Qu'à Jouy-en-Josas. Voilà. Donc c'était très complémentaire. Et puis comme je voulais travailler une complémentarité, à Sciences Po, je faisais du droit public, des sciences politiques pures. Alors qu'à HEC, j'ai eu un cursus qui était beaucoup plus business. Okay. Et c'était les deux assurément m'ont passionné. Voilà. Et je pense que quand tu construis ton projet professionnel, dans ta maturité que tu construis pas à pas, j'avais un spectre très large. Tu vois, la politique me passionnait. J'allais dire que tu savais ce que tu voulais faire? J'avais envie de faire plein de choses. Et toujours avec cette ambition de faire des grandes choses. Ça, c'est sûr. Okay. Et donc, la politique me passionne toujours. L'envie d'entreprendre, de contribuer à des projets d'entreprise d'envergure me stimulait énormément. Après, c'est au gré de rencontres, de projets qui t'aspirent que tu construis un parcours. On parle d'humain beaucoup. Je voudrais te poser la question sur Sciences Po. Donc, on a bien compris même la différence Sciences Po HEC. Je pense que Sciences Po est presque plus académique, intellectuel, là où HEC a été beaucoup plus business-driven. Ouais. C'est quoi le point commun dans ces écoles? Et je vais aller plus loin. Qui fait la notoriété et l'excellence de ces écoles encore aujourd'hui lorsque toi tu rentres dedans? Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de rumeur sans origine. Je me dis juste, si ces écoles restent numéro 1 dans leur champ d'activité scolaire, quoi. Enfin, Sciences Po sur la science politique et HEC sur du business, pourquoi? J'ai un élément de réponse dans ma tête, mais j'aimerais savoir, toi, t'as vu quoi là-bas? En fait, quand tu rassembles sur un même campus, dans des mêmes cours, des personnes qui sont, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que je fais partie du groupe, mais quand même des personnes vraiment brillantes. C'est quoi brillant? Brillant, je pense que c'est à la fois des grandes capacités de travail. C'est des personnes qui ont aussi quand même une grande ambition de faire des choses. Et donc, du coup, qui se mettent en mouvement. Tu vois, pour moi, dans l'entrepreneuriat, comme c'est l'objet de ton podcast, pour moi, il faut avoir la gagne. D'accord. Et ça, cette espèce de moteur, je l'ai rencontré
à de très nombreuses reprises au cours de mes études, des personnes qui ont vraiment envie de faire des choses. Donc ça, c'est une grande qualité quand tu côtoies des personnes comme ça, c'est une espèce d'émulation positive qui fait que tout le monde cherche à faire encore mieux demain. C'est de l'ambition. Il y a ça, et ensuite, fort d'être rassemblés, d'être ensemble, ça fait une accélération, et derrière, ça fait des très beaux parcours. Voilà. Donc c'est contagieux, que ce soit l'ambition, le travail. En fait, quand tu es avec ces gens-là, est-ce que toi, tu te vois comme syndrome de l'imposteur, je suis différent, ou au contraire, tu t'identifies à ces gens-là? Si la moyenne de ces gens-là est très ambitieuse, bah, tu l'étais déjà, mais tu le deviens. C'est ça la plus grosse force, c'est d'être entouré par des gens qui s'auto-tirent vers le haut. Ça, c'est un accélérateur formidable, c'est certain. Ouais. C'est certain. Et qui est en même temps très solidaire. C'est-à-dire, tu peux avoir des environnements très compétitifs dans lesquels il va y avoir des tensions. Au contraire, dans ces cursus, il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide. Et donc, du coup, ça renforce la confiance qu'on peut avoir en soi. Bon, parlons de ce gros mot, l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on t'en a parlé aux études? T'as pas été entrepreneur dès le départ. Comment c'était tes potes aussi? Est-ce que dans cette ambition que vous aviez de faire des grandes choses, il y avait cette notion de prendre autant de risques? Parce que je parle bien de risques dans l'entrepreneuriat. Dis-nous tout. Ouais. Pour parler du temple, quand j'ai lancé... Alors, j'ai bossé pour Unibail, qui est le leader de l'immobilier, le leader mondial d'immobilier commercial. Aujourd'hui, je crois, racheté par Westfield, c'est ça? Ah ouais, alors c'était une fusion. Oui, exactement. On ne sait pas qui a racheté qui, mais URWC, je crois. URW, exactement. Ouais. C'est Unibail qui a racheté Westfield, qui a fait et aujourd'hui. Unibail Rodamco Westfield. Donc j'ai bossé quelques années, j'ai travaillé dans un fonds d'investissement, donc effectivement l'entrepreneuriat n'est pas venu tout de suite. Je me suis senti entrepreneur quand je travaillais dans ces entreprises. Ah ouais? Ah ouais. Moi j'étais. Intrapreneur, entrepreneur. Franchement, j'y mettais tout mon cœur, toute mon énergie. J'étais à fond pour faire réussir les projets dans lesquels qu'on m'a confiés. Donc du coup, c'est peut-être une personnalité, et l'entrepreneuriat qui se déclenche avec le lancement du projet du Temple, pour moi, c'était une forme d'évidence que ce projet devait exister. Sauf que cette évidence, elle n'était pas partagée. Non, ok. Ouais, déjà. Mais surtout, tu as passé combien de temps dans ce fonds? Est-ce que le fait de côtoyer d'autres entrepreneurs, notamment via le fonds d'investissement, j'imagine que tes clients, enfin tes participations, tu rencontres des chefs d'entreprise brillants. C'est ça qui a déteint. Et pareil, dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu considérais... Bon, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quand même prendre du risque. Le risque, il était où? Il était pour l'entreprise? Il était pour toi à titre perso? Tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, c'est sur le Temple, par exemple, quand j'ai décidé de ne plus faire d'immobilier ou de travailler dans le financement d'entreprise, dans un fonds d'investissement, tous mes proches et mes plus proches amis me disaient « tu fais n'importe quoi ». C'est fou. C'est pour ça. Exactement. Tu peux pas être patron de club de boxe avec ton parcours, etc. Ça n'a pas de sens. Et ils le disaient avec beaucoup de bienveillance. Ça, je pense que c'était des conseils où ils avaient le sentiment que j'allais passer à côté d'une carrière professionnelle successful. Pour eux. Alors, dans successful, voilà, on a parlé de brillant encore tout à l'heure. C'est personnel. C'est très personnel. Et en tout cas, c'était l'image qui m'était renvoyée, c'était de dire attention, la boxe haut de gamme, ça n'existe pas, c'est complètement impossible. Et ensuite, il y avait cette idée de dire qu'en plus, j'étais dans la niche de la niche, quoi. La boxe, déjà une niche, haut de gamme, encore plus niche. Ouais, il y a 10 ans, le sport commençait à peine à arriver en France. Enfin, je veux dire, même les salles de fitness, quoi. Il n'y avait pas ça il y a 20 ans. C'était pas du tout... En tout cas, aujourd'hui, tu vas fort des 5 clubs, tout le monde dit « Ah bah oui, tu t'es mis à la boxe, c'est le sport à la mode. » Évidemment. Quelle évidence. Il y a eu les médailles d'or à Rio de Estelle Mosley et Tony Yoka. Il y a eu les marques de luxe qui se sont emparés de cet univers rugueux, Jean-Paul Gaultier, Louis Vuitton, etc. Et en fait, l'histoire, je pense qu'elle s'est créée a posteriori. Moi, au moment où je me suis lancé, j'avais au cœur l'évidence dont on parle aujourd'hui. Pour moi, c'était évident. Mais alors, pourquoi c'était plus évident, du coup, de rester dans ton fond? Parce que ce projet, j'étais tellement convaincu qu'il devait exister que la part de risque était absolument... marginale. Elle ne m'a jamais freiné dans mon envie de réaliser ce projet. Mais c'est
c'est rationnel ou c'est totalement émotionnel à ce moment-là, de se dire qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas? Alors, je pense que c'est très, très personnel, intuitif et avec une part d'émotion, assurément. Ce qui compte, c'est de mettre au service de la réalisation du projet cette part d'intuitif et d'émotionnel. Et moi, mes expériences précédentes m'ont permis de structurer le projet et de le mener de façon très professionnelle et que ça marche. Là, là, je le raconte avec beaucoup d'enthousiasme et de confiance. Quand les travaux sont en cours, que tu fais tes premiers recrutements, régulièrement, tu te dis mince, est-ce que je suis pas en train de faire un truc qui est compliqué? Donc c'est sûr que tu doutes, et tu doutes tous les jours. Donc si tu veux tenir le projet alors que le doute t'envahit quand même assez régulièrement, il faut avoir une envie, surtout quand on entourage doute aussi. Exactement. Tu es papa de 3 enfants. Ouais. J'allais dire qui, mais est-ce que je sais pas, est-ce que quand tout le monde n'y croyait pas, ta conjointe t'as peut-être Je pense que la famille, c'est le lieu où on te soutient toujours. Et moi, c'est ce que je cultiverai. La famille, c'est ça où elle le voyait pas comme du risque. Énergie. Si vous étiez déjà ensemble. Si, mais en fait, la vie, il faut prendre des risques. Hein. Okay. Et pour moi, d'ailleurs, le leitmotiv, c'est prendre des risques et travailler beaucoup. Mais la part de risque est inhérente à un projet ambitieux. Et donc, du coup, ça fait tellement partie du programme que la question de te dire est-ce que je prends un risque ou pas, un peu hors sujet. Ah oui, on va prendre un risque. Je bois tes paroles et en même temps, j'ai carrément envie de faire une pause et de dire à nos auditeurs, tu peux avoir fait HEC, Sciences Po, tu peux avoir QB, tu peux avoir être le plus académique possible, tu peux avoir coché les cases, être rentré et tu le dis pas, mais moi je peux le dire que tu avais au moins 150K, un très beau salaire en tout cas quand tu étais en fonds d'invest. Et pourtant tu nous parles. On a parlé au tout début de gérer des émotions, mais là tu disais que tout le monde t'a dit de pas y aller et c'est ton émotionnel et ton gut feeling qui t'a dit d'y aller. Aujourd'hui, tu épouses le risque. Est-ce que ça a toujours été le cas? Et j'ai envie surtout de te demander, est-ce que quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, pire, est-ce que tes enfants qui nous écouteraient plus tard, tu leur dirais d'aller chercher HEC Sciences Po? Ou est-ce que tu leur dirais de mettre le curseur sur l'excellence, sur quelque chose qui peut-être leur correspond plus? Je m'explique. Peut-être qu'à l'époque, HEC Sciences Po te correspondait à 18, 25 ans. Je n'ai pas ton âge et je ne vais pas te le demander, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que si tu devais recommencer, peut-être que tu irais directement dans l'entrepreneuriat ou pas. Qu'est-ce que, tu vois? Introspection, là. Mais... Ma conviction, c'est que mon parcours m'a permis de réaliser... Donc, sans Sciences Po, tout ça, pas de temple noble. L'histoire, comme tu la racontes a posteriori, tout fait sens dans la trajectoire et ton parcours se nourrit des expériences successives. Peut-être que, et assurément, on peut créer des clubs de boxe sans avoir mon parcours. Et il y a énormément de voies. Ce qui compte, c'est quand même de suivre, ce sentiment d'avoir la gagne, de vouloir réussir des choses, c'est en fait un moteur puissant, c'est de l'énergie. Donc cette énergie, il faut l'employer au service, moi je l'ai mise à un moment de ma vie, au service de réussir des concours difficiles. Ensuite, dans le fait de... Parce que c'est pas que du risque, un projet entrepreneurial, c'est aussi beaucoup de travail. En fait, tu prends un risque, mais tu compenses une grande partie de ce risque en t'engageant... corps et âme dans le projet et en bossant énormément pour diminuer la part de risque. C'est un pari sur lequel tu as toute ton incidence, enfin toute ton influence. Exactement. Et là, donc, tu sais, le risque, il existe dans plein d'autres milieux. Tu peux te retrouver dans une entreprise CDI, avec le mauvais manager qui va pas te permettre d'avoir la lumière ou qui va pas être sur le projet successful. Et donc, du coup, tu vas dire, bah mince, j'ai pris un risque en rentrant dans cette boîte qui finalement t'appartient pas du tout. Donc, est-ce que tu préfères prendre un risque qui dépend de toi, prendre un risque qui dépend d'un contexte ou des autres? J'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait, il y a un jour, je me suis dit, en fait, non, en tant que CDI, je vais arrêter de bosser comme un fou pour réaliser le rêve de mon patron. Est-ce que c'est un truc que tu as ressenti ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, ok. Ouais, je pense que la vie, c'est des projets. Quand j'ai travaillé pour les dirigeants d'Unibail ou pour le fonds d'investissement, je l'ai fait avec full plaisir. Tout mon cœur, toute ma loyauté. Et puis j'ai travaillé énormément. Et j'ai appris énormément et je l'ai fait avec, j'ai appris beaucoup. J'ai eu du plaisir professionnel.
Donc, il est tout à fait possible d'avoir une vie professionnelle épanouie sans être entrepreneur. Par contre, l'entrepreneuriat, moi, c'est une voie qui aujourd'hui me correspond parfaitement. Donc, c'est une invitation. Mais pas il y a 10, 15 ans, forcément. Pas forcément, exactement. Okay. Il y a un moment, et moi, je pense, qui a été le déclencheur, ça a été le projet. C'est que ce projet-là, il fallait que je le réalise pour qu'il existe. Donc, c'était une injonction de lancer ma propre entreprise. Alors, il y a deux choses. Il y a lancer sa boîte, quitter son secteur, enfin sa situation plutôt. En plus, là, je peux dire son secteur. Tu as lancé une boîte. Et là, ma vraie question, c'est pourquoi la boxe ? Est-ce que tu étais boxeur ? Qu'est-ce que tu voyais il y a 10 ans dans cette discipline ? Et si tu veux avancer un petit peu dedans, mais pourquoi un positionnement haut de gamme ? Pourquoi Paris ? Voilà, pourquoi tu t'es lancé, mais surtout pourquoi via la boxe, quoi. Et alors, le paradoxe, il est d'autant plus fort que je te racontais que j'étais très cérébral, très studieux. Donc du coup, c'est une image qui parfois peut paraître détonnante pour un sport qui a une image de violence, de rugosité. Moi, je pratiquais des sports de combat parce que j'adorais. Donc t'en pratiquais, ok. Ouais, et parce que j'étais très attiré par le fait de me fixer un challenge d'aller hors de ma zone de confort. Ok. Donc dans le club que je fréquentais, j'étais le seul qui venait en costume, qui mettait ça. Tu vois, il y avait une espèce de différence et j'adorais me dire que j'allais en dehors d'un chemin un peu tracé. T'aimais l'être le underdog ? Voilà, il y avait quelque chose comme ça. Les gens te voyaient et se disaient alors lui, c'est sûr qu'il est nul, et en vrai t'arrivais, tu sortais les crocs. Ouais, et après beaucoup d'humilité, les clubs que j'avais fréquentés, il y avait des boxeurs extra, et moi j'étais un boxeur loisir qui mettait beaucoup d'énergie et son cœur, mais tu vois, il y avait une immense différence. Bien sûr. Et l'enjeu, c'était que ce qui était à l'œuvre, tu vois, le fait d'être confronté à une forme d'agressivité, de violence, du combat, waouh, c'était une émotion hyper forte, et j'avais envie de l'embrasser, c'est-à-dire d'être à l'aise avec ces situations qui parfois sont inconfortables. Ouais, j'imagine. Donc oui, je pratiquais la boxe avant de créer le temple. En revanche, je n'ai jamais réussi à amener durablement mes amis à l'entraînement avec moi. Ah, c'est intéressant ça. Donc en fait, on y allait, et alors il y a eu plusieurs choses, mais... Et ils revenaient pas, quoi. Alors, par contre, en dîner, ils disaient « Ah bah ouais, je boxe avec Cyril, c'est super sympa. » Il est venu une fois. Je dis « C'est marrant. » Donc ça a attiré très fort. Ça a créé un côté glamour de revendiquer la pratique de la boxe. Et en fait, ça marchait pas pour deux raisons. C'est que tous les cours de boxe, tels qu'ils étaient proposés il y a 10 ans, il y avait toujours à la fin du cours du combat. Donc en fait, quand tu n'étais pas à l'aise avec cet exercice-là, ça a été hyper inconfortable. Et tu pouvais tomber sur des partenaires d'entraînement qui te ménageaient pas, qui te secouaient un peu. Donc hyper désagréable. Et ensuite, des vestiaires très sommaires. Donc... t'as pas, pour des questions de pudeur ou de rapport à l'hygiène, tu dis alors moi je prends pas ma douche ici. Ouais, t'es pas en confiance. Et donc du coup, il dit j'y retourne pas, tu vois, c'est trop, c'est violent, et 2, c'est sale. Donc moi, bon, j'étais ok avec ça à l'époque, et c'est un voyage aux États-Unis qui m'a fait découvrir une autre façon de faire de la boxe. C'est drôle parce que juste j'avais l'impression que c'est une caricature des salles qu'il y a dans les films de boxe à l'américaine. Parce que c'est un peu en mode ghetto, j'ai pas beaucoup de moyens, et en fait ça se retrouvait déjà il y a 10 ans chez nous. Exactement. Alors il y a ça, de toute façon, la salle de boxe. Alors pourquoi ? Parce que c'est d'abord un lieu pour produire des compétiteurs. Donc du coup, le confort, c'est pas au programme. Au contraire, il va falloir créer des guerriers. Et donc, quelque part, les difficultés peuvent être un filtre. Limite, tu dois le mettre dans ce cadre-là, évoluer. Et tu disais voyage aux US. Donc, aux US, j'ai découvert plusieurs choses. D'abord, je suis arrivé dans le club, dans les vestiaires, il y avait un portant avec plein de costumes. Je me suis dit, tiens, ici, je suis pas le seul. Deuxième chose, j'ai fait, et alors ça, c'était la révolution, des cours sans combat. Et je savais pas que c'était possible, j'étais avec mon protège-dents. Donc, tu tapes dans un... Alors, soit dans des sacs de frappe, comme il y a derrière nous, soit avec un coach qui te présente des cibles, donc on appelle ça des pattes d'ours, et donc tu vas faire des combinaisons de mouvements sans aucun risque de recevoir un coup. Et c'est tellement épuisant. Et puis c'est génial. Tu travailles le cardio, la coordination, des vraies combinaisons de boxe. Et c'est quand tu dis combinaison, c'est presque des... le mot c'est chorégraphie en fait, non ? C'est ça, c'est crochet droite, après bim, uppercut, t'esquives, ok. Et quand tu travailles, ces combinaisons-là, elles ont du sens en situation de combat. Et c'est du mental aussi. Donc du coup, tu as une espèce de projection dans une situation réelle, mais sans aucun risque. C'est extraordinaire. Et ensuite, il y avait un public.
beaucoup plus varié que celui que j'avais l'habitude de fréquenter dans les clubs en France. Il y avait beaucoup plus de mixité, hommes-femmes, et il y avait des personnes en surpoids. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, la boxe est un workout, est un sport de remise en forme à partir du moment où tu ajustes la façon de le proposer. T'as jamais été en surpoids, toi ? Non. Non. Okay. Non. Mais là, tu t'es senti, enfin, pour revenir à ça, tu t'es dit, ok, il y a un univers auquel je m'identifie, il faut que je le ramène en France. En fait, moi, comme j'adorais la boxe, souvent comme ça, j'ai envie de le partager. Okay. Je me dis, j'aimerais bien que c'est tellement extra, il faut que les gens viennent. C'était une passion, en fait. Quand tu vois qu'ils ont réussi à faire un entraînement qui accueille quelqu'un qui est en surpoids, enfin, en tout cas, qui a la caricature des personnes que tu ne t'attends pas à voir dans un club de boxe, tu te dis, ils ont réussi un truc génial. C'est super. Donc moi, j'ai eu beaucoup d'enthousiasme à ce moment-là. Et alors, on n'a pas fait... ici, le temple est très différent de ce qu'il y a aux États-Unis, parce qu'il y a un ring, il y a des cours avec combat, et il y a des cours sans combat. Donc c'est on choisit en fonction de son humeur, collectif, en fonction de son niveau. Individuel. Exactement. Et des super vestiaires. Et des super vestiaires. Plein de serviettes. Ça, c'est hyper important. Pour rendre parce que le programme ici, c'est de dire, tu veux faire du sport, mets-toi à la boxe. Donc pour y arriver, il y a 3 grandes solutions. Celle que je viens de te dire, de proposer des cours sans combat. Okay. Parce que ça, tout à coup, il y a plein de personnes qui n'osaient pas faire de la boxe parce qu'elles ne voulaient pas recevoir un coup. Tout à coup, c'est possible. C'est dingue, voilà. Ça. T'as pas fait une étude de marché là-dessus. Je l'ai découvert dans un pays à l'étranger. Oui, mais t'es pas allé envoyer des questionnaires en France. On va revenir sur un truc après, le cérébral versus l'action. Mais vas-y, continue, excuse-moi. La deuxième chose, c'est de faire des cours en petit comité. Donc nous, ici au Temple, c'est 10 personnes max par cours. Proximité. Okay. Ce qui fait que le prof peut vraiment s'occuper de chaque personne. Et on peut avoir de l'hétérogénéité de niveau dans un cours. Tu peux avoir quelqu'un qui boxe très bien, depuis plusieurs années, qui est très à l'aise, et quelqu'un dont c'est le premier cours. Le prof, il sait gérer ça. Parce qu'il va accorder une attention différente, et il va ajuster les exercices en fonction du niveau du participant à son cours. Okay. Ça, c'est le petit comité qui permet ça. Et donc, on progresse très vite. Et enfin, la troisième chose, et ça, je suis content de pouvoir le dire à ton micro, Yacine, c'est qu'on a les meilleurs coachs. Ici, l'équipe du Temple, moi, je suis hyper fier des immenses talents qu'on a réussi à rassembler. C'est tous des vrais boxeurs. Donc, des personnes qui ont eu un parcours sportif d'excellence dans la boxe, en tant que compétiteur. Et qui sont passionnés. Ou en tant que coach de compétiteur au plus haut niveau. Et qui ont cette capacité à transmettre, à être bienveillant, à être généreux auprès d'un public qui parfois souvent débute complètement en boxe. Donc quand tu commences, tu as la chance d'avoir déjà un excellent coach de boxe qui, tu vois, le week-end, il va être dans une compétition pour son boxeur qui défend un titre de champion de France. Et la veille, il était en train d'initier à la boxe un Parisien qui a eu le courage de franchir la porte du club. Ça doit être particulier, tes entretiens de recrutement. Avec les coachs. Ouais, il y a des choses encore des gens super. Plus c'est du non palpable, mais c'est du soft skills, quoi. Au bout d'un moment, tu leur demandes pas forcément de boxer, mais d'essayer de comprendre leur pédagogie, leur intérêt. Alors, on a développé une vraie expertise là-dessus, parce que aujourd'hui, il y a 100 coachs qui travaillent au Temple. Donc, c'est une très grosse équipe. Et c'est le directeur sportif qui s'appelle Jérémy Denis, qui s'occupe du recrutement. Donc, on a une phase, on reçoit beaucoup de candidatures. Donc, il y a d'abord des prérequis comme des diplômes, une expérience consistante en boxe, qu'elle soit donc dans le coaching ou dans la pratique en compétition. Et ensuite, il y a des tests. Pour voir tes capacités pédagogiques, tes capacités à progresser. Qui est peut-être plus important. Ah oui, qui est fondamental, bien sûr. Le premier, c'est pris pour acquis, évidemment, qu'il soit bon en boxe. Mais le premier est nécessaire et non suffisant, et il faut ensuite avoir des qualités pédagogiques. Must have, ou un potentiel, qu'ensuite on va travailler. On a une académie où on a des formations très régulières qui permettent aux coachs de développer leur arsenal d'exercices de course en combat, de cours de préparation physique qui ne sont pas forcément les exercices qui sont proposés dans d'autres clubs davantage tournés vers la compétition. Donc nous, on alimente énormément le corps professoral du Temple avec des exercices adaptés aux membres du Temple. Il y a des cours de théâtre, des cours de communication. Ah ouais, c'est drôle, ça, je savais pas du tout. Ouais. En fait, quand tu transmets... T'es obligé de... il faut être pluridiscipline. C'est ça. Donc il y a un effet de levier mais c'est un art, extraordinaire. Enfin, on connaît tous
la plupart du temps des mauvais profs, et ce prof, je parle même scolairement, hein, qui nous a illuminés sur une matière, même 1 an, quoi. T'aimes pas la matière, mais au final, tu te souviens que t'as envie de te dépasser pour cette personne. J'ai juste envie de revenir, mais genre, mini parenthèse. On avait parlé lors de notre call de prépa, tu m'avais dit qu'il y avait cette notion de faire un job pour le statut social et l'image que ça renvoie. Et ça a fait écho à ce que tu disais de ton pote qui a fait une fois de la boxe et qui dit à un dîner ouais je boxe avec Cyril. Mais je sais parce que parfois t'es fier aussi de te dire que tu y as été. Et après il y a cette autre chose de te dire faire un job non pas pour ce que ça renvoie mais pour l'activité que tu réalises. J'aimerais savoir est-ce que donc cette phrase je me souviens plus exactement dans quel cas tu l'avais dite mais est-ce que c'était la jonction enfin la scission entre ton CDI et ton job d'entrepreneur? En fait c'est plutôt le regard des autres sur moi qui crée cette cette dissociation entre un job prestigieux et un job étrange ou qui aurait pu l'être moins. Dans ma façon de voir les choses, moi je vois jamais les choses comme ça. Si tu me dis tu vas rencontrer quelqu'un qui a réussi, tu vois au sens que tu entends, qui a un statut social très prestigieux, ou quelqu'un il est un peu rock. Moi je fonce direct, je vais voir la personne rock. Tu vois. Même avant, dans la réussite, tu aurais rencontré un entrepreneur qui a des salles de boxe quand tu étais à HEC, tu te serais dit, tu l'aurais vu très, j'allais dire beau, tu vois, tu aurais vu le succès, ou est-ce que tu aurais plus vu le succès chez quelqu'un qui a fait 20 ans de carrière dans un très beau cabinet de conseil? Alors tu vois, moi je me dis que chacun a sa voix. Mais même à l'époque, je veux dire. Ah ouais. Ça, ok, donc là, t'as pas changé là-dessus. Ouais. Non, tu vois, et justement, je pense que c'est hyper important. Et tu vois, par exemple, au temple, pour faire le parallèle, quand quelqu'un arrive, c'est pareil. En fait, si tu te dis, même à la limite, moi, la personne qui m'intéresse le plus, c'est la personne qui a le plus petit potentiel de boxe. Ok. Et donc, du coup, de reconnaître la diversité, pour moi, c'est une valeur essentielle. Donc, celui ou celle qui a eu un parcours brillant dans un cabinet de conseil ou en finance d'entreprise, je vais adorer parler avec lui s'il est épanoui et passionné. Tiens, je vais me dire, là, il va me nourrir de cet univers, des ressorts, des challenges qu'il rencontre, et je vais être passionné. Mais je vais être passionné tout autant par quelqu'un qui va avoir un parcours qui va être... alors ça va être dur un pêcheur qui va te raconter, qui se lève tôt le matin, mais qui va te raconter les différentes espèces de poissons qu'il va trouver, la technique de nœud. En fait, en gros, quand tu rencontres une forme d'expertise et de passion, qui est portée avec du cœur, c'est ça l'essentiel. Et heureusement d'ailleurs, parce que comme il faut plein de métiers pour, tu vois, dans notre société, par contre, il faut être au bon endroit. C'est ça le grand challenge. C'est que tu as quelqu'un qui serait dans un poste très prestigieux, mais alors aigri, avec beaucoup de recul, qui ne voudrait pas en parler avec passion, c'est sûr que ça ne fait pas du tout rêver. Tu penses que les gens... Ça arrive rarement quand même. Heureusement, les gens trouvent, j'espère. Les gens sont plus passionnés dans un métier indépendant, libéral et entrepreneurial ou ils en parlent plus facilement. Ils en parlent plus facilement. C'est ça, tu vois. Parce que c'est plus communicatif. Tu vois, moi, aujourd'hui, un truc qui est très fort, c'est que il y a d'autres peut-être moments de ma vie, pour faire le contraste, où j'ai pensé que entreprendre, que ce soit en intrapreneuriat, où ça pouvait être, tu vois, essayer de faire un coup, tu vois, essayer de se dire, je vais réussir, tu vas monter une grande marche, tu vois. Okay. En fait, ça, moi, j'y crois plus du tout. Okay. Pour moi, la plus grande réussite, c'est que chaque jour tu construises et qu'il y ait une espèce de fusion entre ce que tu entreprends, ce que tu réalises, et ton identité. Donc moi, je suis hyper fier aujourd'hui de diriger le temple et j'ai envie de le faire pendant très longtemps. Chaque jour, tu vois, je construis davantage ce projet. Mm-hmm. J'essaye de le rendre meilleur et je suis de façon, on va dire, ontologique, tu vois, en termes existentiels, complètement, j'embrasse complètement ce projet professionnel. Et c'est ça qui fait que dans un job peut-être d'indépendant, libéral, entrepreneur, tu vois, la fusion, elle est lumineuse. Là, t'es complètement, t'es complètement dans ton projet. Tu vois bien que je te mets les deux un peu en opposition parce que tu as eu ces deux vies en fait pour moi et je vais aller plus loin sur ces deux vies de CDI. Spoiler, alors à titre perso, j'ai compris il y a 2 ans que le CDI n'était pas fait pour moi.
Je t'ai compris dans la douleur en ayant vu pas mal de boîtes. Mais spoiler, du coup, je ne fais pas du tout l'apologie de l'entrepreneuriat versus le CDI. D'ailleurs, je pense qu'il faut des entrepreneurs pour créer des CDI et embaucher derrière. La mini question, c'était sur le cérébral. J'ai l'impression que quand tu es en études, et je vais aller plus loin, quand tu es en investissement ou quand tu es dans une grande boîte, alors tu disais que tu avais ce côté entrepreneurial déjà dans ces expériences, mais moi j'ai quand même le sentiment que tu as analysé. Pour moi, de l'analyse, c'est quand même du cérébral. Est-ce que tu n'as pas l'impression, quand tu es passé à la création de Temple, est-ce que tu t'es pas dit, est-ce qu'il n'y avait pas une sortie de zone de confort à ce niveau-là, de te dire au bout d'un moment, attends, et la première des choses, c'est celle-ci, je suis allé aux US, ça marche. L'analyse, elle va pas plus loin, quoi. Tu vois, c'est genre, bim, je rentre en France, la mise en action, c'est appeler quelqu'un, trouver un local. Voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs donnent ce conseil au bout d'un moment. Alors oui, il faut faire des études, mais au bout d'un moment, il faut foncer. Et d'ailleurs, c'est en fonçant et en faisant qu'on apprend le mieux, qu'on va apprendre des choses. Qu'est-ce que t'en penses, toi, là-dessus? L'analyse, elle est toujours indispensable. T'analyses encore aujourd'hui? Toujours. Et t'analyses parce que, en fait, les enjeux sont financiers. Aujourd'hui, la responsabilité de l'emploi. En fait, c'est une satisfaction immense supplémentaire que toutes mes analyses sont au service de l'action. Alors, parfois, tu peux avoir des analyses qui vont être au service d'un reporting, qui vont être au service en tout cas, qui peuvent être avec un rapport à l'action plus distancié. Quand tu es entrepreneur, au contraire, on doit être en permanence en remise en question. Donc, à l'écoute, soit des signaux d'activité, soit des propos des équipes, des coachs, des clients, pour bien comprendre. Et donc, non, on analyse tout le temps. Donc, être cérébral, c'est une force. Ah ouais, mais je pense que c'est indispensable parce que l'entrepreneuriat, c'est la gagne, c'est aussi la remise en question en permanence. Parce que, comme tu peux, l'enjeu, c'est que fort de cette responsabilité d'avoir construit quelque chose, il faut pas se rater. Mais il n'y a pas une limite à la remise en question. Excuse-moi de t'interrompre, Cyril, parce que dedans, on est en train d'en parler, mais il n'y a pas une limite à ça. Ah ben c'est qu'à un moment, il faut avancer. Donc en fait, il y a l'injonction d'agir, mais avec une responsabilité immense. Et donc du coup, assurément, il y a un sas de réflexion préalable. Donc, forcément. Et c'était pas un frein pour toi de te lancer au bout d'un moment? Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, ok, je suis cérébral, mais là, faut que je vois ce que tu veux dire. Et du coup, je vais te donner une anecdote là-dessus. C'est que quand je faisais avant que j'ouvre le premier club, je rencontrais beaucoup de coachs ou de partenaires potentiels pour leur parler de mon projet afin d'affiner, tu vois, la définition du projet. Donc, en gros, soit le business model, soit la présentation pour convaincre une banque de financer le projet. Et très rapidement, les coachs me disaient, mais t'as une salle toi aujourd'hui? Ah non, pas encore. Je dis, tu me rappelleras quand tu auras une salle. Parce qu'en fait, des personnes qui prétendaient vouloir créer un concept, il y en avait plein sur le marché. La vraie différence, c'est celui qui avait une salle, celui qui n'en avait pas. Donc il y a un vrai on-off. Alors c'est différent, moi dans mon activité, où on a des lieux physiques. Alors tu as d'autres business où tu peux avoir une version bêta, tu peux avoir un post, etc. Mais il faut du concret, quoi. Tant que tu as un PowerPoint, t'es rien. Alors que quand tu as les clés d'un local et que tu rentres, même si les travaux n'ont pas encore commencé... T'as vu le regard des gens changer en fait, et même de ton entourage? Le jour où tu as dit, ça y est, là, ça l'ouvre. Même en toi, c'est qu'en fait, tout à coup, il y a un compte à rebours qui se met en route. C'est qu'en fait, maintenant que tu as un lieu avec la responsabilité de l'entretenir, de payer un loyer, etc., le projet, il faut très, très rapidement le mettre en œuvre et qu'il marche. T'as plus flippé à ta démission de ton CDI ou à l'inauguration de la première salle? Ah non, c'est à l'inauguration. Là, tu te dis, on y est, il faut que ça marche. Ok. Ouais, là, tu as un grand... c'est là la vraie prise de risque. Et puis, tu vois, je me souviens encore de cette première journée où, en fait, nous, on a au Temple, les membres, ils arrivent, quand tu as un restaurant, souvent le premier jour, il est rempli parce que ça a fait le buzz, on est dans la soirée. Nous, c'est le contraire. Au début, quand on ouvre un club, il n'y a pas grand monde. Alors, pour les membres les plus anciens, c'est l'âge d'or. On était entre nous, pas nombreux, c'était extraordinaire. Et c'est vrai que c'est des super souvenirs, cette espèce de petit village où on était peu nombreux à s'entraîner, avec beaucoup de cours vides même. Moi, ma chance... Bon, ça te faisait flipper un peu, non? Ça fait flipper. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et ça, c'est quelque chose... heureusement, tu vois, dès les premiers mois,
tout de suite, en fait, on a eu, je vais le dire, de la chance d'avoir des membres super, qui pour la plupart sont encore là, et qui sont venus, et moi qui m'ont rassuré, parce que c'était vraiment le tout Paris qui est venu au début au temple, donc des personnes célèbres ou des personnes, en tout cas, qui rayonnaient. L'âge des petits noms, là. Je le dis parce qu'ils sont très fiers d'être avec, enfin très fiers, en tout cas, ils revendiquent leur appartenance, le fait qu'ils s'entraînent au temple, donc je rends un hommage en les citant. Mais tu vois, dès le début, on a eu Thierry Marx, Antoine Decaune, Michel Lamy, Guillaume Gibaud, tu vois, du CIP français. On avait à la fois des personnes du showbiz, des personnes de l'entrepreneuriat, qui sont très très rapidement, dès que le temple a ouvert, en fait, sont venus, et qui ont participé à son succès, on va dire, au départ médiatique, parce qu'il y a eu beaucoup de couverture presse, parce que on était une innovation très curieuse, et que les plus audacieux se sont dit, bah, c'est là qu'il faut que j'aille. Tu le considères comme une innovation sur l'approche, en fait? Ah ouais, complètement. Ouais. Parce que c'est pas obligé que ce soit technologique, mais oui. Ah ouais. Bah, en fait, une nouvelle manière personne de ne voir proposait la boxe comme nous on l'a proposé. Et je vais te dire, cette innovation, elle était bien vue parce qu'on fait aujourd'hui encore la même chose. C'est-à-dire que cette idée... Fois 5 salles. Voilà. Et tu vois, c'était une conviction qu'il fallait proposer la boxe avec combat ou sans combat. Et que les cours sans combat soient tout aussi épanouissants, tout aussi valorisants qu'un cours avec combat. Des cours de préparation physique, des cours techniques. Cette idée-là, en fait... et puis, il y a autre chose, c'est que moi, mon obsession, ça a toujours été de faire de bons cours. Donc, on a énormément travaillé avec Jérémy, donc le directeur sportif, et on travaille quotidiennement pour améliorer les cours. Donc quand tu es convaincu que les cours que tu proposes, ils sont bons, la réalité, c'est que quand les membres viennent s'entraîner, ils disent « c'était vraiment super, c'était un bon cours ». C'est quoi le taux de réengagement? Nous, on a... alors en gros, nous, on a pour le membership au temple, il est sans engagement de durée. Pourquoi? Parce les gens restent combien de temps? Les gens résilient plus. Alors nous, moi j'ai des membres qui sont là depuis 2014. Ok. Tu vois. Donc ouverture, quoi. Ouais, alors comme on a eu une petite interruption avec le Covid, c'est plus difficile, tu vois, de reprendre des anciennetés. Mais en gros, c'était 3 ans la moyenne pour un membre, ce qui est énorme dans notre secteur. Et il y a plein de motifs parce que les membres du temple, c'est des urbains qui ont une vie, ils peuvent déménager. Il y a des grossesses, il y a des déménagements qui font que parfois tu peux pas rester. Mais en gros, ça se joue pendant le premier mois. Pendant le premier mois, si tu as une rencontre avec ce sport, en général, tu vas le pratiquer pendant peut-être toute ta vie. Ou si ça accroche pas, tu feras autre chose. Relax, tout va bien. Ce qu'il faut, à mon sens, c'est que ça procure tellement de bien aux membres du temple, il faut essayer pour voir si c'est le sport qui te correspond. Tu as une histoire qui moi, m'a touché lorsqu'on en a parlé. Tu vois, j'allais te poser la question si j'avais Thierry Marx ou Guillaume Gibaud. Mais en vrai, Thierry Marx en parle à ses podcasts. Je sais que Guillaume, je ne savais pas qu'il était là, mais bon. Ravi de le rencontrer un jour. Ouais. Non, la question que je voulais te poser par rapport à eux, c'est qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Je pense qu'on l'a plutôt compris et ça corrobore aussi la gestion des émotions. On en a parlé un petit peu au début. Mais pour un tout à chacun, quelqu'un qui vient, je crois que tu as une personne qui est venue avec une ambition de remise en forme, peut-être en surpoids, et justement qui avait essayé la salle de sport. Spoiler, je t'ai dit que j'y étais allé il y a une semaine. Haute spoiler, je n'y suis pas retourné encore parce que c'est toujours comme ça. Il y a trop de courbatures. Ouais. J'aimerais te parler de ça un petit peu. Qu'est-ce que cette personne est venue chercher chez vous? Et vu qu'on déborde un petit peu, si tu veux continuer sur, je le rappelle, ce podcast va être publié début 2024, même s'il est enregistré en décembre. Pourquoi ce moment est si important aussi pour les gens, le post-fête, post-Noël, début d'année? Donc voilà, 2 questions en une, mais la première, c'est vraiment sur cette première personne. En fait, au temple, il y a s'il fallait faire des catégories, il y a 2 types de membres. Il y a des grands leaders, d'accord. Et il y a une phrase de Thierry Marx que j'aime bien citer. Il dit « Je n'ai pas le temps de ne pas faire de boxe ». Souvent, la réponse quand on te propose de faire du sport, c'est « Ah ouais, mais j'ai pas le temps, moi j'ai un boulot ». Thierry Marx, il a un agenda extraordinaire. Il a plein de projets et il les fait avec beaucoup de sérieux. Mais tous ces projets sont secondaires après la boxe. Ce qu'il va te dire, c'est que la boxe, elle lui prend pas du temps, elle l'accélère dans la réalisation de ses projets. Et c'est un témoignage que partagent beaucoup d'entrepreneurs qui sont ici. L'autre chose qui est très forte, ça c'est Victor Caro, le patron de Comet Meetings, qui disait que la boxe, c'était... Alors tu vois, toutes les personnes qui ont des responsabilités professionnelles importantes, beaucoup de stress, beaucoup de... Tu penses tout le temps à tes sujets professionnels. Et la boxe, c'est un sport qui te permet une totale déconnexion. Ok. Alors que quand tu cours, tu penses un peu. J'allais dire, déjà, t'as pas ton tel. Tu vois, pendant tes... Non, mais t'as pas ton tel quand tu boxes. Ah non. Et
l'intensité de l'activité et la façon dont elle te mobilise, donc tu vois, de réussir une combinaison de coups, ne te permet pas de penser à autre chose. Donc du coup, quand pendant 1 heure, tu débranches, ça fait un bien fou. Et ça, c'est vraiment une force de ce sport que beaucoup d'entrepreneurs apprécient. Ils disent, moi, j'ai besoin de ce moment de ce sas où je fais travailler mon corps. Et pourquoi cette boxe est très souvent, pour beaucoup de personnes, leur correspond plus qu'aller à une salle de fitness lambda? Ah, là, ça n'a rien à voir. Hormis peut-être l'intention initiale de faire du sport, tu vois, la boxe, même l'intention, c'est le dandy anglais, c'est Mohamed Ali, enfin c'est la passion. Mm-hmm. Si tu choisis la boxe, t'es embarqué dans une histoire sportive extraordinaire, tu vois, avec une intensité symbolique. Tu vois, ça remonte au pugilat dans les Jeux helléniques. Il y a et cette histoire, dès tes premiers mois, elle résonne. C'est-à-dire que c'est un vrai sport, un sport olympique. Donc du coup, le fait d'apprendre quelque chose, d'apprendre un sport, de progresser dans un sport, de découvrir on va dire, tout l'écosystème artistique, sportif, qui ont accompagné l'émergence d'un sport, c'est hyper motivant. Quand tu vas dans une salle de sport, en gros, on te juge sur pièce. Est-ce que tu as perdu du poids? Est-ce que tu as pris du muscle? Faire de la boxe, c'est tellement plus complexe et tellement plus réjouissant. Tu t'amuses dans un cours de boxe. Tu viens pour perdre du poids, tu reviens pour quoi? Alors, tu viens pour perdre du poids et tu reviens pour progresser. Je pense que la notion de progrès, d'apprendre quelque chose, c'est ludique. C'est-à-dire que le cours devient amusant, intéressant. Et du coup, c'est une vraie satisfaction parce que quand tu as progressé, ça renforce ta motivation. Et donc, le fait de mesurer tes progrès dans un sport qui est aussi valorisant que la boxe, c'est une formidable motivation. Et puis, tu reviens aussi pour les copains. Mais j'allais dire. Il y a un côté club dans les vestiaires. Tu vois, il y a une Ce que tu bonne disais, ambiance. l'intention est la même. Je suis pas d'accord. Je trouve que quand tu rentres dans un cours de fitness, déjà, tu y vas avec tes écouteurs dans ta bulle. Ah ouais. Il va falloir que tu te bottes avec X ou Y pour avoir le poids ou la machine. Mais je trouve que c'est très solitaire. T'arrives sur place. Le plus dur, souvent, c'est de partir de chez toi, parce qu'une fois que tu es sur place, mais c'est cette motivation. Est-ce que pour des gens, je reprends l'exemple de cette fille, mais le fait de savoir qu'il y a des gens qui l'attendent, et puis aussi, je crois que tu me disais qu'elle avait pas aimé la vibe, le regard des autres aussi. Ah oui, il faut qu'on revienne sur cette anecdote. Voilà. Et du coup, je vais revenir dessus. Du coup, ça c'était une fois, j'étais dans un club et une membre m'interpelle en me disant « Ah, c'est vous le fondateur du temple. Il fallait que je vous dise merci parce que vous m'avez sauvé la vie. » Sauver la vie. Tu vois, sauver la vie, c'est une immense responsabilité. C'est la plus belle fierté. Pourquoi? C'est une des plus belles phrases que tu as entendues. Ouais, en fait, en tout cas, de permettre que de faire rentrer la boxe dans la vie des gens pour qu'ils se sentent mieux, moi je le constate tous les jours et j'en suis hyper fier. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, c'est un moteur très fort, c'est qu'on veut proposer la boxe son meilleur jour pour qu'elle puisse être pratiquée. Alors du coup, pour revenir sur ce cas-là, donc c'est une personne qui était en surpoids suite à un drame familial. Donc elle avait eu une phase très difficile de vulnérabilité, elle traversait une épreuve, et elle était dans un processus de reconstruction. Elle était accompagnée par un psy, elle était accompagnée par un nutritionniste, etc., par tout un suivi médical, on va dire presque. Et dans le suivi, il fallait qu'elle fasse du sport. Donc elle est allée dans une salle de sport classique, et elle m'a dit que c'était encore plus dur, parce que tout le monde m'a regardé quand j'ai franchi la porte comme étant la grosse. Avec un peu de dédain, des rires pas du tout contre. Des rires moqueurs. Non mais même moi, quand je y retourne et que je prends les poids les plus petits, j'ai l'impression que c'est les meufs qui me regardent en se foutant de ma gueule. Donc je vois très très bien de quoi. Et c'est dur, tu as déjà que c'était dur. Bien sûr. Elle me dit, quand j'ai franchi la porte du temple, elle me dit, j'ai ressenti de l'estime, parce que tout le monde s'est dit, ah t'es en surpoids, waouh, reste. Déterre, ok. Il y avait une admiration pour quelqu'un qui vient faire des efforts. La communauté, elle est comme ça, elle valorise l'effort. Ouais, presque le côté de voir que l'effort est encore plus dur dans ta tête pour toi que pour moi qui suis peut-être déjà musclé ou qui vient tout le temps. Et j'admire cette démarche. Quoi, ouais. Et les coachs, elle me dit, je suis devenu un challenge. Et donc, ils ont ajusté les exercices. Ils ont tout fait pour rendre la boxe possible pour moi. Mais aussi, ils apprennent avec elle, en fait. Ouais. Et elle a perdu 30 kilos. Incroyable. Et elle adore la boxe. Et elle ne deviendra jamais championne. Hein. Elle revient ou pas? Ah oui, bien sûr. Elle revient. Et quand elle passe devant un miroir, hop, elle fait un petit mouvement de shadow. Ah ouais? Parce que la boxe est devenue fait quasiment partie de son identité. Est-ce que la boxe c'est un des sports les plus vieux? Et est-ce que historiquement c'est un des sports les
pas noble. Excuse-moi, mais j'imagine que noble, dans Temple Noble Art, c'est pas pour rien, mais... Ouais, en fait, la boxe, c'est une longue histoire qui va dans le sens de son anoblissement, dans le sens de la civilisation. Nous, on revendique cette filiation avec le noble art, qui sont les termes qui désignent la boxe depuis 1865. D'accord. Quand le marquis de Queensberry a défini des règles qui ont fait un sport d'adresse, de stratégie, plutôt qu'un sport de force. Donc en fait, la boxe, parfois on peut avoir un mauvais avis sur elle. Ici, la façon dont elle est proposée et qu'elle est pratiquée, c'est avec style, avec élégance, avec sophistication, avec intelligence. C'est comment toucher sans être touché. C'est comment travailler son corps pour être parfaitement à l'aise, rapide, vif. Et donc, du coup, tu vois, j'ai envie de dire, quand quelqu'un a du pouvoir, a de l'argent, a des relations, pour être accompli, pour avoir réussi, est-ce que il me semble qu'il devrait boxer également, tu vois, qu'il devrait pratiquer de la boxe, et là, t'as tout réussi en quelque sorte. On fait une mini pause. Allez, les membres arrivent, ça. On est en retard. Je sais pas si Hélène fait ça. Est-ce qu'il est capté? Il y a des gens en haut. Allez, ok. Ok. Est-ce qu'on prend 3 minutes, on termine? On prend 5 minutes, ça va? Tu l'as dit, super. Tiens, désolé, on aurait dû prendre plus de temps, c'est fou, ça passe à une vitesse. Ça passe vite, mais il reste quand même un ou deux petits sujets. Déjà, le dernier est hyper important pour moi. Allez, spoiler, bien sûr que je vais m'inscrire à cette salle ou à une autre. Pourquoi les gens devraient le faire et pourquoi le début d'année est important? Pourquoi c'est un bon timing, tu dirais? C'est un bon timing parce que c'est le timing des résolutions et il faut en prendre. Je pense qu'il y a des momentum comme ça qui te permettent de dire « Allez, je prends une décision qui va améliorer l'année à venir. » Et donc moi, je te souhaite, Yacine, de t'inscrire au temple. Parce que ici, on t'aidera à tenir ta résolution. Si ma résolution, et souvent c'est le plus dur, hein, c'est qu'on se met des objectifs un peu trop hauts et qu'on a du mal à les tenir, est-ce que je vais aller plus loin? Est-ce que quelqu'un qui vient, qui fait une séance et qui n'a pas aimé, il peut se faire rembourser ou pas? Non. Ok, donc c'est le premier mois qui paye directement. En fait, alors je pense l'idée ici, c'est que quand tu accèdes, tu as accès à tous les services, au sauna, aux douches, au vestiaire. C'est un commitment. Donc du coup, il y a quand même un vrai service. Que l'expérience te plaise pas après. En général, c'est plutôt que tu dis que tu veux pas continuer, mais je pense que tu auras quand même passé un bon moment et que tu auras fait l'expérience de ce que c'est que la boxe. Tu pourras en parler. L'abonnement est sans engagement. Donc le mieux, c'est de prendre un mois et tu vois bien si ça te plaît, t'arrêtes tout de suite. On va faire différemment. Tu connaîtrais le pourcentage. C'est dur, hein, mais à travers ça, je sais le message que moi je vais renvoyer. Ouais. Combien de personnes payent un mois et ne reviennent pas? Il y en a un tiers. Par contre, ils résilient. Oh oui, il résiste. Parce que dans la plupart des salles, en fait, le modèle des salles de sport, c'est que tu as des personnes qui payent sans venir. Évidemment. Nous, tous les membres viennent, comme c'est sans engagement. Exactement. Mais il y en a quand même, donc qui viennent. Ça se joue sur le premier mois. Ils se disent c'est pas pour eux. Moi, ça leur correspond pas. Et tout va bien. D'ailleurs, les membres ont une faculté de parrainer leurs proches. Et c'est bien l'idée, c'est de leur dire viens essayer avec moi ce sport que moi j'aime tant, et on verra si ça te plaît. L'avantage ici, c'est que tu peux essayer en toute sécurité, parce qu'il y a des cours sans combat, qu'il y a des cours en petit comité, donc le niveau de chacun sera respecté. Tu es dans une salle caractérisée plutôt de haut de gamme. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais on pense aussi à les personnes qui n'ont pas forcément même 150 € à pouvoir investir par mois. Et je sais qu'il y en a, c'est pour ça qu'on fait ce podcast qui est gratuit pour elles et eux et qui peuvent nous écouter. À une autre échelle, comment tu arrives toi à give back? Je sais que c'est un truc dont on avait parlé un petit peu, l'importance de pouvoir redonner, peut-être donner en premier, parce que toi, tu as grandi plutôt dans un bon cadre, en tout cas comme moi. Pourquoi c'est important et comment tu le fais? Ce qui est important, d'abord pour les équipes, nous on a énormément de formation. L'idée de progrès, elle est vraiment dans la culture d'entreprise. Donc les équipes bénéficient de formations très régulières. Les coachs, pareil, on a tout un dispositif de formation continue. Et comme on a au cœur que la boxe, tu vois, effectivement, il y a une barrière à l'entrée qui est le prix, alors qu'on mesure combien la boxe peut permettre de rendre la vie meilleure. Donc ça, c'est bon, tous les coachs partagent cette conviction avec moi, toute l'équipe. Donc on a développé des actions, on va dire philanthropiques, à destination de populations vulnérables.
Et par exemple, on donne des cours pour les mamans bénéficiaires d'une crèche dans le 94, donc qui ont eu leurs enfants dans des conditions très difficiles. Et donc, elles sont accompagnées socialement, elles sont accompagnées avec un psy, avec tout un arsenal de solutions pour les remettre en selle. Et nous, on leur offre un cours de boxe par semaine, pas pour en faire des championnes, mais parce qu'on sait que dans leur parcours de reconstruction, ça peut être précieux pour elles. Et on fait pareil avec les apprentis d'Auteuil. Des apprentis d'Auteuil. Oui, ce sont des enfants, donc c'est des lieux qui accueillent des enfants à partir de 3 ans qui sont en insécurité physique ou sexuelle chez eux. Donc c'est très lourd. Hein. Et donc du coup, nous, on va leur donner des cours de boxe, pas à Orly, pas parce que on pense qu'il faut qu'ils deviennent forts pour savoir se défendre ou autre chose. Au contraire, moi, la boxe que j'ai envie de leur proposer, c'est pour celui qui peut-être à un moment a perdu confiance en lui, qui n'ose pas se battre, qui est plutôt fragile. Lui, on va lui proposer une boxe sans combat, bienveillante, avec un coach qui va renforcer sa confiance en lui. Donc c'est toute la culture sportive du temple qu'on amène dans ces lieux où il y a des populations qui en ont vraiment besoin. Donc tu vois, ça c'est quelque chose qui est important pour moi, et on a beaucoup d'ambition pour développer encore davantage ces actions philanthropiques. Là, par exemple, tu vois, on bosse sur un projet de gala avec la Fondation EPIC. On a l'axe de se dire que la boxe doit être offert au plus grand, qu'on doit pouvoir offrir la boxe au plus grand nombre. Ça m'est très très cher. Hâte de voir la suite. D'ailleurs, parenthèse, mais tu trouves que la boxe est complémentaire, voire parfois pour certains patients peut remplacer un suivi psycho? Non. Chacun a sa place. Ok. Ah ouais, non. Je pense que nous, c'est la meilleure brique sportive. Ok. Tu vois, dans ton dispositif pour te reconstruire, du cérébral, de l'action. Non, il faut respecter le travail des psys qui ont toute leur place dans la reconstruction de quelqu'un. Mais je pense que là, il faut réaliser un sport, mon conseil, c'est faites de la boxe. 5 salles. Il y en a une 6e qui arrive? Il y a plein d'autres qui vont arriver. Tu sais, je reçois, je pense, chaque semaine, un mail soit d'un ancien membre, soit d'un investisseur qui me dit il faut ouvrir à Bordeaux, il faut ouvrir à Londres, il faut ouvrir à Abu Dhabi. Donc la dynamique, elle est vraiment là. T'as vocation à franchiser ou pas du tout? Aujourd'hui, non, parce que l'ambition, c'est de le faire en propre. Ouais. Okay. Mais le développement va se poursuivre. Dès le départ, moi, j'avais l'ambition de faire des temples dans le plus d'endroits possible, avec l'idée qu'en fait, ça manque. C'est-à-dire que les personnes qui lèvent la main pour dire est-ce que tu peux faire un club de boxe à Londres, c'est Victor Luger, le patron de Big Mama, qui m'appelle. Il me dit, alors il a été membre pendant longtemps ici, il me dit je retrouve pas le temple à Londres, viens ouvrir le concept, il y a un boulevard pour ton concept là-bas. Incroyable. Donc tu vois, dans les projets, on en a plein. Et heureusement, c'est ça qui est aussi qui te nourrit et stimule au quotidien. Victor, qui est passé par ce podcast, coïncidence, je ne crois pas. Bon, c'est ma dernière question parce que je pense que vraiment Hélène va péter un câble. C'est quoi le conseil que toi, tu aurais aimé entendre avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, le plus important pour toi? Le conseil, c'est, je dirais, il faut vraiment que tu aimes et que tu sois sincère dans ce que tu fais, parce que ça va être dur. Donc, tu vois, quand tu as des journées difficiles, que tu travailles beaucoup et que tu rencontres des difficultés, moi, quand je pousse la porte d'un club le soir, après une longue journée de travail, que je vois tous les espaces sportifs avec des boxeurs, des super coachs, une espèce d'énergie, je repars boosté. Je me dis, ah ouais, ok, ça vaut le coup. Les amis se boostent, je crois qu'il se nourrit aussi, il faut passer le premier pas. Mais dis-moi. Mais c'est ça, tu vois, en fait, quand tu aimes et que tu es fier de ce que tu fais, tu es embarqué dans une aventure extraordinaire. Donc il faut aimer et être vraiment sincère dans l'offre que tu vas proposer. Et j'irai plus loin pour ceux qui hésitent, passez le pas et vous verrez si dans la salle il y aura des gens aussi passionnés et bienveillants, parce que voilà, je le dis pas en, comment dire, bon évidemment, moi je suis convaincu quand j'ai un invité comme Cyril, mais au-delà de ça, je sais que la salle est pas faite pour tout le monde, donc voilà, si vous pouvez en tout cas via cet art si noble qu'est la boxe, pouvoir, je sais pas si c'est aller mieux, reprendre confiance ou tout simplement prendre soin de soi, je vous invite à le faire. Un grand merci Cyril, on a grave débordé. J'ai ma dernière mini question et tu vas prendre le mot de la fin. C'est qui la personne qui t'inspire le plus? Peut-être que tu la voudrais en board member, vivant, mort, fixe. Tu vois, elle est géniale cette question-là, et je voulais te dire, moi j'ai pas de board, parce que je suis encore seul actionnaire de l'entreprise. Et le réseau, la communauté des membres du temple est une espèce de board permanent, dans le sens, tu as des gens qui te donnent des bons conseils. Donc là, tu vois, sur les actions philanthropiques,
c'est le membre Michael Kayat qui a créé Arcwood, qui me file un coup de main sur le sujet. Quand je me pose une question sur un emplacement, c'est Victor Caro de Comet où on va brainstormer. Mais hommage, parce que je pense que tu vois, quand tu dois dire un board member dans ton podcast, c'est aussi un clin d'œil à quelqu'un qu'on estime. Donc moi, je vais citer André Enodi, moi qui ai joué un grand rôle dans mon parcours professionnel. C'est le patron d'Ortec, donc il est l'unique actionnaire. C'est 1,3 milliard de chiffre d'affaires, 13 000 emplois. Et c'est quelqu'un, moi, qui m'a donné beaucoup de sens. Ortec ? C'est une boîte industrielle. D'accord. Qui accompagne tous les grands producteurs d'énergie. Et c'est quelqu'un qui a su embarquer ses équipes dans un projet magnifique, avec beaucoup d'humanité. Et donc, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc, je profite de ton podcast pour lui faire un clin d'œil parce que je lui dois beaucoup dans tout ce parcours. Bientôt dans sa tête, I don't know. Bon, un grand merci. Je vois Hélène qui veut vraiment ouvrir la porte, donc elle peut y aller. Je le dis officiellement, les gens sont prêts à boxer et nous on est prêts à terminer ce podcast. Un grand merci. À toi, Yacine. Et merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, bombardez-moi ou bombardez Cyril. On se retrouve en salle ou dans un nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Merci Yacine. À très vite. Ciao.